Thank you so much for doing this. I appreciate it. So people are using the World Cup and your victory as an example as to why immigration in Europe is a good thing. Is that what you believe? D'abord, comme responsable politique français, je me réjouis de cette belle victoire de l'équipe de France, mais je crois qu'il serait très imprudent d'en tirer des conclusions hâtives sur le prétendu succès de l'intégration en France, parce qu'en réalité, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'assimilation qui est possible en raison du caractère massif et incontrôlé que la France et les autres nations européennes, d'ailleurs, ont subi depuis maintenant des décennies. Et je crois que cette victoire de l'équipe de France ne peut pas occulter cette réalité. Et d'ailleurs, on en a eu la démonstration hier soir, puisqu'on a eu des manifestations de liesse, d'enthousiasme. Les Français étaient heureux de fêter la victoire, mais il y a de très nombreux délinquants, dont beaucoup sont issus de l'immigration, qui en ont profité pour casser, piller, saccager. C'est la démonstration que le vivre ensemble dont on nous parle dans les médias n'est pas une réalité, et qu'il y a en France des centaines de milliers, peut-être davantage, de personnes qui finalement n'aiment pas la France, ont bénéficié de la générosité de la France les a accueillis, leur a donné des papiers, leur a parfois même accordé la nationalité française, mais dès qu'ils en ont l'occasion, dès qu'un prétexte se présente, eh bien immédiatement ils crachent la haine de la France. You mentioned how many of these people might not be originally from France. What do you think being French means to them? Ce qui est certain, c'est que la France ne s'est pas posé la question lorsqu'elle a accordé sa générosité et parfois la naturalisation, c'est la nationalité française, à beaucoup de personnes qui venaient principalement d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Et la France, finalement, les a accueillis, leur a permis de s'installer sur notre sol, sans jamais exiger de leur part des actes concrets qui prouvent leur attachement à la nation française. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve confronté à des personnes très nombreuses qui, en France, n'aiment pas la France, méprisent la France, non seulement ne sont pas attachés à ce qui constitue notre identité, notre histoire, notre civilisation, mais dès qu'ils en ont l'occasion, pour un certain nombre, eh bien, manifestent leur mépris, leur haine, parfois de façon extrêmement violente, de notre pays. Donc ça pose évidemment la question de l'immigration qu'il faut traiter, parce qu'aujourd'hui les robinets sont encore grand ouverts. Aujourd'hui, beaucoup d'immigrés arrivent légalement ou clandestinement dans les pays d'Europe et notamment en France. Donc il faut évidemment y mettre fin. Et puis par ailleurs, il faut organiser le retour vers leur pays d'origine d'un certain nombre de gens qui n'aiment pas la France. S'ils sont en situation irrégulière, ils doivent être expulsés. S'ils sont étrangers en situation régulière, nous ne sommes pas obligés de renouveler leur titre de séjour et on peut leur demander de partir. Bref, il faut en finir avec la logique qui consiste pour notre pays à accueillir comme ça une immigration dont nous n'avons pas besoin, qui crée de grands désordres, à la fois sur le plan économique et social, bien sûr, mais aussi sur le plan identitaire et sécuritaire. During the recent NATO summit, we saw Donald Trump say that immigration is changing Europe. He also told the British press that the changes happening in London and France are very sad. Would you agree with him? Oui, je partage totalement le constat qu'a fait Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a souhaité, pendant la campagne présidentielle américaine, et depuis qu'il est président des États-Unis, défendre les intérêts américains, notamment en préservant l'identité et la sécurité des Américains. Mais ça n'est pas une démarche égoïste, puisqu'il suggère finalement aux chefs d'État, aux chefs de gouvernement des pays européens d'en faire autant pour leur pays et pour leur peuple. Et ses propos au sommet de l'OTAN à Bruxelles sont pleins de bon sens. Il a raison. L'Europe a organisé délibérément, l'Union européenne a organisé cette submersion migratoire avec la complicité de la plupart des chefs d'État et de gouvernement européens. Et aujourd'hui, eh bien, nous faisons face aux conséquences de cette immigration totalement anarchique. Donc, je crois qu'il est temps à la fois de faire le constat lucide et ensuite de prendre des mesures qui s'imposent et qui s'imposent le plus rapidement possible. Je crois que Donald Trump pendant la campagne présidentielle américaine, a souligné l'importance de maîtriser les flux migratoires, notamment en provenance du Mexique. Et bien de la même manière, c'est également depuis le Sud que l'Europe
doit faire face à cette immigration, eh bien, elle doit prendre des mesures qui jusqu'à maintenant n'ont pas été prises. Et l'Union européenne s'est révélée totalement défaillante parce qu'elle n'a pas protégé les frontières extérieures de l'Europe, elle n'en a jamais eu la volonté, alors même que les frontières nationales ont été abaissées à l'intérieur de l'Union européenne. Donc ça place évidemment les États, les pays dans une situation de submersion à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face. Donc il y a une urgence aujourd'hui absolue à rétablir des frontières extérieures, mais aussi à rétablir des frontières nationales. C'est la voix qu'a exprimée Matteo Salvini en Italie, qu'a exprimé Viktor Orban en Hongrie, qu'exprime aujourd'hui le gouvernement autrichien. Partout en Europe s'élève cette volonté de défendre les valeurs de civilisation, l'identité et la sécurité de nos nations. There's been a disturbing rise in anti-Semitism across Europe. We've even started to see European Jews immigrating to Israel. Why is this happening, and is France doing anything to stop it? Je crois que le développement de l'antisémitisme en France et dans un certain nombre d'autres pays européens est l'une des nombreuses conséquences désastreuses à la fois de l'immigration massive, mais également du développement de l'islamisme dans nos pays. Et aujourd'hui, nous avons un antisémitisme parfois extrêmement violent, extrêmement brutal, qui s'exprime de la part de ces factions islamistes qui sont installées sur notre territoire national. Et nous avons eu tout récemment à faire face en France à des actes antisémites. D'ailleurs, je crois qu'il faut que les élites politiques, médiatiques soient lucides sur cette question. Ils ont souvent parlé de l'antisémitisme en essayant de faire croire que cet antisémitisme viendrait d'une partie de la droite française, alors que ce sont des accusations qui ne sont pas fondées. En revanche, aujourd'hui, il y a un antisémitisme bien réel, brutal, violent, qui s'exprime et qui vient de la présence d'islamistes sur notre sol. What are your thoughts on Italy's Salvini? Do you think that he has the potential to disintegrate what the EU has been trying to do? Je crois que Matteo Salvini est sans doute le premier ministre de l'Intérieur en exercice dans la partie ouest de l'Europe, à poser enfin le problème migratoire et à dire clairement que c'est terminé, que désormais l'Italie n'acceptera plus une immigration totalement incontrôlée. Jusqu'à il y a quelques mois, des bateaux de migrants clandestins arrivaient vers les rivages européens, étaient aussitôt emmenés vers des ports italiens, et là, ces immigrés pouvaient ensuite circuler librement dans l'espace Schengen. Matteo Salvini a dit clairement, ça c'est terminé, non seulement vous ne pourrez plus venir en Italie, mais de surcroît, les centaines de milliers de clandestins qui sont installés sur le territoire italien, ils vont partir, ils vont être expulsés dans les prochains mois. Donc je crois que c'est un acte à la fois de lucidité et de courage, mais je crois qu'il va être suivi, et s'est installé immédiatement un axe entre l'Autriche, le ministre de l'Intérieur allemand qui s'est désolidarisé d'Angela Merkel et Matteo Salvini pour défendre justement cette vision d'une Europe qui souhaite protéger ses frontières et souhaite se défendre face à l'immigration. Donc c'est un changement majeur, et je crois que ça peut être le point de départ d'un changement radical en Europe pour construire une autre Europe. Parce que l'Union européenne, finalement, dans tous les domaines, c'est vrai en matière migratoire, elle a organisé la submersion, c'est vrai en matière économique, elle a organisé l'impuissance collective des nations européennes. L'Union européenne se révèle défaillante, elle est antidémocratique dans son fonctionnement, ses orientations politiques sont désastreuses, mais aujourd'hui s'exprime partout en Europe la volonté de construire une Europe très différente, qui respecte les nations et les peuples, une Europe des coopérations, une Europe des protections, c'est-à-dire le contraire de cette Union européenne qui est entre les mains de technocrates qui ne sont pas élus, qui n'ont pas de légitimité et qui veulent décider à la place des peuples ce qui doit être fait. What are your party's thoughts on how Emmanuel Macron has been addressing this issue? Le Rassemblement national considère que Macron défend l'ancien monde, une vision totalement datée de l'Union européenne. Il veut aller encore plus loin dans le fédéralisme, encore plus loin dans l'immigration, encore plus loin dans la concurrence économique déloyale, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'attendent les peuples.
Et dans la crise migratoire récente, il y avait d'un côté Emmanuel Macron et Angela Merkel qui défendaient finalement l'arrivée d'immigrés en Europe et ensuite le traitement de leurs demandes sur le sol européen. Et il y avait de nombreux représentants des autres pays d'Europe qui disaient « c'est terminé, nous voulons maintenant protéger nos frontières extérieures ». Donc Emmanuel Macron, il prétend représenter une nouvelle génération politique, il prétend représenter le nouveau monde politique, mais en réalité, finalement, il a fait autour de lui la synthèse de cette vieille classe politique qui défend depuis des années le mondialisme, qui défend depuis des années l'immigration, qui est responsable de la montée de l'islamisme dans notre pays, qui n'a rien fait pour protéger l'économie française et qui aujourd'hui est donc totalement défaillante pour assumer ses missions essentielles et qui est du coup de plus en plus rejetée à la fois en France mais également partout en Europe. Donc je crois qu'Emmanuel Macron, il a le mérite de la clarté, il défend le fédéralisme européen, c'est-à-dire l'intégration européenne. Il défend aussi l'abaissement des frontières, aussi bien territoriales que commerciales. Il y a eu une clarification du débat politique, puisque face à Emmanuel Macron, nous sommes les seuls à incarner une ligne politique claire, en replaçant la nation au cœur de la politique, pour défendre efficacement notre peuple et, ce faisant, les autres peuples d'Europe. Macron, he was an investment banker, then he became the Socialist Party economy minister, and then he rose to power and became the president of leader of a brand new political party. And he had the support of pretty much every single media outlet in France. Who do you think backs him or was backing him? And then also, what do you think he actually believes in? Je crois qu'il croit dans une idéologie qui est l'idéologie du libre-échange total et de la suppression des nations. Et finalement, il en est l'expression politique. Il a fait la synthèse de la droite et de la gauche en France. Il n'a pas créé un nouveau parti. Il a fusionné l'essentiel de ce qui composait avant les socialistes et les républicains, qui finalement sont d'accord sur l'essentiel et lorsqu'ils se sont succédés au pouvoir ces dernières décennies, ils ont mené exactement la même politique. Il n'y a pas de nouveauté chez Macron. Macron était le ministre de l'économie de François Hollande, 400 000 chômeurs de plus pendant qu'il était ministre de l'économie. Ça montre bien qu'il n'a pas la recette miracle pour régler les problèmes économiques de la France. Et d'ailleurs, depuis qu'il est président de la République, la situation de l'économie française a continué de se dégrader pour une raison simple. Il ne prend aucune des mesures qui sont susceptibles d'améliorer la situation économique. On ne protège pas l'économie française. Il n'y a pas les protections douanières qui sont nécessaires, comme celles que Donald Trump a mis en place ces dernières semaines et qui correspondent aux intérêts américains. Nous ne faisons pas la même chose en France et en Europe et c'est très dommageable. Et par ailleurs, on garde une fiscalité qui est très élevée. Emmanuel Macron s'était engagé à baisser la fiscalité, elle continue d'augmenter et en France nous avons donc une dette publique très élevée, une fiscalité très forte, un chômage qui continue d'augmenter, une absence totale de protection qui provoque la ruine progressive de l'ensemble de notre économie. Nous avons une industrie qui est très affaiblie à cause de la logique du libre-échange international que nous subissons depuis des années, des décennies même, et aujourd'hui, c'est l'agriculture française qui est gravement menacée, notamment par les traités de libre-échange avec le Canada ou avec les pays du Mercosur. So right now the EU and the US have been going back and forth over trade deals, particularly in regards to aluminum and steel. What's your take on this? Je crois que la décision qu'a prise Donald Trump de mettre des droits de douane sur un certain nombre de produits métalliques, l'acier et l'aluminium, ça correspond aux intérêts américains. Et en Europe, c'est très intéressant parce qu'on a vu les institutions européennes porter un jugement moral sur cette décision, alors qu'elles devraient simplement prendre acte de cette décision et prendre des mesures similaires pour protéger nos produits. Au lieu de ça, les institutions européennes ont voulu mettre en place des protections douanières dans une démarche de rétorsion contre des produits que nous ne fabriquons pas en Europe. Ce qui évidemment n'a aucun sens. On devrait mettre en place des protections pour des produits que nous fabriquons en Europe et accepter et respecter le choix des États-Unis. Je crois d'ailleurs que Donald Trump a pris cette décision principalement en raison de la concurrence en provenance de la Chine
et ça n'était pas donc une agression contre les nations européennes, mais je crois que c'est l'une des démonstrations de la résurgence des nations aujourd'hui, y compris sur la scène économique. La logique du libre-échange, du marché qui prétendument s'autorégulerait, est en train de s'effondrer totalement. Et aujourd'hui, les modèles économiques qui fonctionnent, c'est des nations qui sont capables de défendre et de protéger leurs intérêts vitaux avec une action publique en matière économique. C'est un État qui assume sa mission de protecteur de l'économie. Eh bien, je crois que ce qui se passe aux États-Unis doit nous inspirer là encore, et on ne doit pas hésiter, quand c'est nécessaire, à mettre en place les protections pour défendre notre économie française ou européenne. Does the National Rally want Brexit to succeed? And what are your thoughts on Prime Minister Theresa May's handling of everything Brexit? Le Rassemblement national veut d'abord qu'on respecte le choix démocratique exprimé par le peuple britannique. Il n'y a rien de plus insupportable que de voir les institutions européennes ne pas accepter le choix des électeurs par les urnes. Donc nous devons respecter le choix des Britanniques. Les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. Ils avaient de bonnes raisons pour cela. Nous devons accepter ce choix et on doit faire en sorte que les relations amicales entre la Grande-Bretagne et les pays d'Europe subsistent. Je crois que Theresa May a bien géré cette période transitoire, a organisé des accords commerciaux avec beaucoup de pays pour préparer l'après-Brexit. Je crois que c'est une attitude responsable et il est évidemment très choquant de voir certains au sein de l'Union européenne qui essayaient pour dissuader d'autres pays de faire un choix similaire, d'essayer de créer des conditions pour que le Brexit soit extrêmement difficile, douloureux pour les Britanniques. Je pense qu'ils n'y parviendront pas. Je crois que la situation de la Grande-Bretagne n'est pas mauvaise. Je crois qu'ils ont retrouvé la maîtrise de leur destin ou qu'ils sont en train de retrouver la maîtrise de leur destin et ça doit inspirer, je pense, la construction européenne à venir. C'est-à-dire une Europe qui repose sur des nations qui conservent leur liberté, avec des coopérations qui reposent sur le volontariat des pays pour y participer ou non, et non pas un système intégré à 28 qui ne marche pas. So for sort of the last geopolitical question, I wanted to ask about Russia. We just saw Donald Trump have his meeting, this summit with Putin in Helsinki. He's had a lot of criticism for his approach with Russia, his approach with Putin. Many do not like how Trump has handled this. What are your thoughts on this? Do you like Trump's approach with Russia, or do you think that there should be a different way? Nous avons exprimé, nous, au Rassemblement national, des divergences avec Donald Trump sur la politique internationale, notamment sur les interventions militaires en Syrie. Mais en revanche, sur la Russie, je crois qu'il a une approche pragmatique et raisonnable. À la fois, il veut défendre les intérêts américains et en même temps, il veut le dialogue avec la Russie. Et je crois que ça correspond aujourd'hui, partout dans le monde, à une tendance qui s'exprime, la volonté des nations de se faire entendre, de se faire respecter et en même temps, sur une base saine, sans soumission, de vouloir dialoguer, y compris avec des grandes puissances avec lesquelles elles sont en concurrence. Et je crois que ça doit là aussi inspirer l'Union européenne. L'Union européenne s'est soumise à un certain nombre d'intérêts qui n'étaient pas les siens, s'est placée dans une logique de guerre froide à l'égard de la Russie qui n'a aucun sens parce que nous avons des intérêts communs, que nous sommes malgré tout sur le même continent, que nous avons des intérêts économiques en commun. Et donc il faut sortir de ce modèle-là, sortir d'une manière générale des postures morales en distribuant les bons ou les mauvais points aux pays et aux chefs d'État ou de gouvernement. Je crois qu'il faut avoir une approche pragmatique. On a sans doute des points de différence importants en France, en Europe, avec la Russie, mais ça ne doit pas nous empêcher de respecter ce pays, de dialoguer avec ses représentants. Et je crois que l'exemple de Donald Trump, que ce soit avec la Russie ou même dans un cas un peu différent avec la Corée du Nord, est intéressant parce qu'on voit à la fois une volonté de défendre des intérêts avec une très grande fermeté et en même temps, ça n'est pas un frein, au contraire, à un vrai dialogue. So I want to switch gears and I want to ask you about your recent meeting with Mark Zuckerberg in Brussels.
What can you tell me about that? What were some of the questions that you had and some of the concerns that prompted you guys to have this meeting? Dans le cadre de la conférence des présidents du Parlement européen, j'ai eu l'occasion avec mes collègues présidents de groupe d'interroger Mark Zuckerberg sur différents sujets, et notamment sur deux qui sont, à mon avis, absolument fondamentaux. D'abord, la question de la protection des données personnelles par la plateforme Facebook et ses satellites, et d'autre part, la question de la liberté d'expression, qui est une valeur absolument fondamentale, qui est aujourd'hui très gravement menacée sur Facebook. On voit que de manière arbitraire, sans contrôle ni juridictionnel ni parlementaire, eh bien, unilatéralement, eh bien, des opinions sont purement et simplement supprimées de Facebook. On voit que on a là les germes du totalitarisme, de la censure, qui est totalement contraire à nos valeurs de civilisation, qui exigent au contraire qu'on défende la liberté d'expression, y compris la liberté de ceux qui ont une opinion totalement différente de celle que l'on peut avoir. Et on voit cette dérive inquiétante sur Facebook, qui consiste au nom de la chasse aux fake news, à finalement chasser toute opinion transgressive, toute opinion qui ne s'inscrit pas dans la logique du politiquement correct. Et on a vu de manière très claire en France des comptes Facebook d'une association qui défend l'identité, qui refuse la submersion migratoire. Eh bien, tous les comptes de cette association ont été supprimés unilatéralement, brutalement, et c'est évidemment, voilà, c'est une source d'inquiétude. Donc, nous avons eu l'occasion d'interroger Mark Zuckerberg sur ces questions-là, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses réponses n'ont pas été satisfaisantes. Il a fait des réponses très floues, très peu précises, et on voit qu'il ne veut pas répondre précisément sur ces questions. We've seen reports from like a variety of different European countries in which citizens are being arrested for hate speech online, whether that be on Facebook or another social media platform. Is this a problem in France as well? And what's your view on your country's hate speech laws? Il y a en France des lois qui sont extrêmement restrictives, attentatoires à la liberté d'expression et d'opinion, pour essayer d'empêcher l'expression libre, notamment sur les questions d'immigration, sur l'islamisme, sur le communautarisme, pour essayer d'empêcher les Françaises et les Français, et même les responsables politiques, de s'exprimer librement sur ces questions. Donc c'est évidemment une dérive très inquiétante. Aujourd'hui, l'Union européenne passe son temps à donner des leçons à la terre entière, des leçons de droits de l'homme, à l'intérieur de l'Union européenne, à essayer de contrôler ceux qui respecteraient ou non l'état de droit. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que c'est ceux qui défendent le modèle de l'Union européenne mondialiste, ultralibérale, qui essayent de museler, d'empêcher de s'exprimer toute opinion dissidente. Et donc aujourd'hui, la liberté d'expression, d'une manière générale, est un vrai enjeu, non seulement les libertés numériques, bien sûr, mais d'une manière générale, l'ensemble de la liberté d'expression et les libertés individuelles sont assez gravement menacées. Et on voit bien que certains utilisent la menace terroriste, qui est bien réelle au demeurant, pour essayer d'effectuer des contrôles sur l'ensemble des citoyens, alors qu'il suffirait, pour être efficace, de cibler les populations qui représentent un danger, c'est-à-dire dans un pays comme la France, quelques milliers de personnes qui font partie des filières islamistes et qui font courir un danger terroriste. Donc cette menace terroriste, elle est réelle, elle nécessite une réponse politique, mais elle ne doit pas être un prétexte pour essayer de restreindre les libertés individuelles de 60 millions de Français.